Les caméras. Les caméras au maximum. Alors, préparer des petites questions. La première, c'est tout con. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Christophe Fargier. J'ai créé le Ninkasi en fait en juillet 1995. C'est le mois où l'idée nous est venue. Alors, elle est venue parce que j'étais à l'époque avec un ami américain, Kurt Hoffman, qui est originaire de Portland dans l'Oregon et qui m'a parlé du phénomène des microbrasseries dans sa ville et qui m'a dit je pense que ce serait une super idée pour réaliser un projet en France. Quelle bonne idée il a eu. Et du coup, Ninkasi, c'est quoi? Alors, Ninkasi, c'est... Alors, comment t'expliquer Ninkasi? L'idée, à l'époque, ça a été de fabriquer de la bière et on s'est très rapidement rendu compte que on aurait des difficultés à la distribuer dans les bars, dans les restaurants, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de marché pour la bière artisanale et les bars étaient sous contrat. Donc, l'idée du Ninkasi, ça a été d'avoir un lieu de production et attenant à un lieu de consommation. Et ce lieu de consommation, on l'a vraiment voulu dans la continuité du lieu de production, donc un lieu assez brut, assez industriel, et on s'est dit qu'il fallait que ce lieu, ce soit un lieu de convivialité. Donc on a fait une place importante à la musique, et on a voulu faire de ce lieu un lieu de brassage avec une programmation très éclectique pour toucher un public extrêmement large. Finalement, dans le projet Ninkasi, on a vraiment cherché à se faire plaisir, c'est-à-dire que moi j'adorais la bière à l'époque, j'ai adoré apprendre à fabriquer la bière, on adorait la musique, on adorait les bars, les pubs, donc on a fait le lieu de nos rêves, celui qu'on aurait aimé avoir pendant nos années d'étudiants. Ok, et on m'a dit en plus que vous avez été les premiers à brasser une IPA en France. Écoute, là-dessus, je sais pas, mais effectivement, assez rapidement, ça fait partie des bières qu'on a fabriquées. Moi, j'ai passé une année, alors j'ai passé 2 ans en tout aux États-Unis, mais au moment où on a eu l'idée, je suis parti au mois de septembre 95 à Portland. Kurt m'a trouvé du travail à Bridgeport. Qui était parce que c'est une brasserie qui a fermé il y a pas très longtemps. Comme quoi, aux États-Unis, il y a eu plein de brasseries qui se sont créées, mais aujourd'hui, il y en a quelques-unes qui disparaissent. Et on est allé visiter un nombre de brasseries très importantes. Effectivement, on a à l'époque beaucoup apprécié les American Ale, les IPA, et il y a eu la volonté assez rapidement de faire découvrir ces univers à nos clients. Du coup, toi-même, tu as fait une formation de brasseur et tu as appris à brasser là-bas? Alors, on a investi dans un petit système de brassage qu'on avait installé dans le garage de la maison de Kurt. Le brassage à la maison, c'était très développé à l'époque aux États-Unis. Donc, il y avait des magasins dans lesquels on pouvait venir acheter le malt, le houblon, la levure. Et j'ai fait une formation à Chicago, au Siebel Institute of Technology. Qui s'est rendu compte à l'époque qu'il y avait plein de petites brasseries qui se créaient et c'était plutôt un organisme de formation continue pour les brasseurs des grosses brasseries industrielles. Mais ils ont développé un cursus qui était sur 4 mois que j'ai suivi. Et dans le garage de Kurt, je pense qu'en l'espace d'une année, on a dû brasser une centaine de recettes. Et quand je suis revenu en France, il y avait déjà, on va dire, un bagage. Et quand tu es revenu en France, tu as dû expliquer ton projet peut-être à des banques, j'imagine, pour pouvoir développer. C'est le premier lieu Ninkasi ici. Oui. Et du coup, ça s'est passé comment? Ils t'ont regardé de travers un peu, genre qu'est-ce qu'il veut faire ce gars-là ou... Bah écoute, ça a été une bonne surprise parce effectivement, on était jeunes, on n'avait pas d'expérience et on a réussi à financer le projet avec 20% d'apport. Ce qui était à l'époque une prouesse. Je pense que ce qui a séduit les banquiers, c'est notre enthousiasme. Je pense qu'on a réussi à partager notre rêve et on a réussi aussi à convaincre le propriétaire du bâtiment. Quand on a voulu ouvrir le Ninkasi, on a été mis en concurrence avec un Quick et avec des gens du milieu de la nuit lyonnaise qui voulaient faire
une grande discothèque. Et finalement, le propriétaire a choisi notre projet. Et puis le maire d'arrondissement aussi, à qui on a présenté le projet, qui a adoré ce qu'on avait envie de faire. Donc, je pense que c'est la passion, c'est la belle histoire qu'on était en train de décrire qui a plu et qui fait qu'on a réussi à entraîner beaucoup de gens avec nous. Et au final, tu te retrouves à faire. Alors, je sais pas si ça ferme très tard la nuit ici, en période normale, mais du coup, tu fais les trois. Tu fais des burgers, tu fais de la bière, et tu fais. Je sais pas si c'est un club, on peut appeler ça un club ici, c'est plus salle de concert. Bah, en fait, le café, c'est un café-concert. On a environ 300 événements par an, hein, donc ça veut dire qu'il y a quasiment une animation tous les soirs. Alors ça peut aller de cours de salsa le lundi soir, il y a 200 à 300 personnes qui viennent apprendre la salsa et danser la salsa, des blind tests, des quiz, des concerts, également des soirées. Tout ça en accès gratuit avec beaucoup d'éclectisme. On travaille beaucoup avec le milieu culturel lyonnais et on donne accès à la scène, c'est-à-dire qu'on propose à des associations qui développent de beaux projets de pouvoir, avec un budget qu'on leur donne, organiser une belle soirée et on les aide à communiquer. C'est une façon aussi de structurer des jeunes acteurs pour qu'ils grandissent. Et puis on a le Chaos, qui est une salle qui fait 700 places, qui est dans le bâtiment. Et là, on est sur une programmation payante qui est 50% électro, 50% sur du concert live. Et là, c'est un établissement qui peut fermer à 6 heures du matin, donc qui est plus vraiment dans le monde de la nuit. Le café, concert, lui, il ferme le week-end à 4 heures du matin. Donc ce sont des lieux de vie très importants. Hein. On est devenu un peu c'est devenu une institution culturelle à Lyon. Et on a cette particularité d'aller de l'émergence à des artistes qui sont confirmés, qui ont une notoriété nationale, internationale. Ok. Alors pour revenir un peu sur la bière, ça m'a fait rire quand tu as dit que tu avais eu l'idée en 95. Ça me fait penser à Michel Delus, qui crée la Desperados. Est-ce que c'est ça qui t'a fait partir de France? Alors moi, j'ai jamais été un fan de la Desperados. À l'époque, les bières que j'aimais bien, en fait, j'en buvais pas énormément, mais il y en a une que j'aimais bien parce que j'avais un copain architecte qui était breton, c'était Coref. Pour moi, à l'époque, les bonnes bières qui avaient du goût, c'était les bières bretonnes. Et ça a été un plaisir de découvrir la bière aux États-Unis. Alors après, j'ai aussi un peu voyagé dans le cadre de mes études en Angleterre, en Allemagne. Donc c'est des pays qui ont gardé une tradition et un style de bière important. Mais l'intérêt que j'ai vu aux États-Unis en visitant beaucoup de brasseries, c'est que en fait il y a des brasseurs européens qui étaient partis aux États-Unis et j'ai découvert des brasseries où les traditions s'étaient mélangées, c'est-à-dire j'ai découvert des brasseries où il y avait un brasseur allemand avec un brasseur anglais et on voit qu'il y avait eu une vraie créativité, c'est-à-dire de partager les savoir-faire pour essayer d'inventer de nouvelles choses. J'avais une question, c'est qu'est-ce que tu faisais 3 ans avant d'avoir l'idée de faire Ninkasi, de créer Ninkasi? 3 ans avant, j'étais dans une école de commerce et à l'époque, le projet, c'était plutôt... en fait, j'ai ma famille qui est en Ardèche, qui avait mes deux oncles qui avaient une entreprise de plâtrerie peinture et gros œuvre et qui m'avait proposé de reprendre l'entreprise. Donc à l'époque, l'idée c'était plutôt d'aller m'installer en Ardèche et de me lancer dans la plâtrerie peinture. J'imagine que tu regrettes pas trop d'être parti avec ton ami Kurt. En fait, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que j'ai avancé sur ce projet et je me suis rendu compte en allant dans cette entreprise que ça allait pas nécessairement bien se passer. J'ai un cousin qui était conducteur de travaux dans l'entreprise et j'ai senti un peu de jalousie, un peu d'appréhension à mon arrivée et tout de suite j'ai décliné la proposition. Et en fait, en juillet 95, je me revois avec Kurt. On venait tous les deux de finir nos études et je lui ai dit, écoute Kurt, il faut que tu me trouves du travail aux États-Unis. Moi, je veux y partir quelques années et je reviendrai avec une belle idée pour créer une entreprise. Et Kurt m'a dit, tu sais, moi, j'adore la France. J'ai passé des super années en France
et ça me dirait bien d'y rester. Ce que je te propose, c'est qu'on essaye de faire quelque chose ensemble. Et j'ai une idée auquel j'ai pensé, que j'aimerais partager avec toi, c'est le concept de brewpub et de microbrasserie, parce que dans ma ville, Portland, c'est quelque chose qui a explosé, et je suis persuadé que ça pourrait marcher en France. Bah, il a raison. Est-ce que en 2020, j'allais dire en 2021, aujourd'hui maintenant, ton regard a changé sur les grandes brasseries industrielles par rapport à 95-97 quand tu as créé Ninkasi? Écoute, en 97, moi, ce qui me dérangeait un petit peu, c'est qu'elles aient complètement verrouillé le marché, hein, les contrats brasseurs qui interdisaient la possibilité de rentrer dans un bar. Et puis, c'était pas vraiment eux qui étaient décisionnaires, mais vis-à-vis des réseaux de distribution, aucun intérêt pour les bières artisanales. Et quand on a, c'est une petite anecdote qui est marrante, mais quand on a ouvert le Ninkasi, notre distributeur à l'époque a fait venir le directeur de Kronenbourg parce qu'ils ouvraient à Vienne un concept, un bar Kronenbourg autour du sport. Et le directeur de Kronenbourg de 97, je me souviens plus de son nom, a dit à notre distributeur, je leur donne pas 3 mois. Donc en fait, je pense qu'à l'époque, on faisait sourire tout le monde, et il a fallu se battre. Ça a été un vrai combat. Les industriels aujourd'hui ont un autre regard sur les petites brasseries artisanales indépendantes. Je pense qu'il y a plus de respect. On le voit de toute façon, elles s'intéressent au point de les racheter. Donc il y a une approche qui est complètement différente. Moi, je pense, ce que j'aime dans le monde de la bière, hein, et c'est vraiment ce que j'ai vécu en étant aux États-Unis, puisque j'étais à Siebel et j'avais le monde de la micro, de la craft et les industriels. Moi, ce que j'aime dans le monde de la bière, c'est la solidarité, l'ouverture, la fraternité. Je pense que c'est un milieu où je défendrai toujours le fait qu'on se respecte. Et aujourd'hui, dans les grosses brasseries industrielles, il y a des brasseurs qui sont très compétents, qui ont vraiment un amour du produit, qui aiment la bière. Malheureusement pour eux, ils ont perdu le pouvoir de décision qui souvent maintenant c'est la finance. Ce qui n'est pas le cas au Ninkasi. Du moins, au Ninkasi, les brasseurs ils ont le pouvoir, et aujourd'hui, s'ils estiment que le produit il mérite pas d'être fait, c'est eux qui décident. Et du coup, ça amène sur ma prochaine question. Comment on fait pour garder l'appellation de local et défendre le local quand on est Ninkasi aussi, et qu'on a, vous avez combien, 18 bars? On a 19 établissements. 19 établissements, que vous êtes distribués en GMS et que vous importez même un peu en Corée ou à l'international. Ouais, alors c'est très anecdotique l'export. C'est souvent des gens qui nous sollicitent, et c'est des opérations qui sont très ponctuelles. Moi, sur ce point, j'y suis pas très favorable, parce que je considère que finalement, ce qui a fait le mouvement craft aux États-Unis, c'est qu'à un moment, les Américains, ils ont dit, ceux qui aiment la bonne bière, ils ont dit, c'est un peu stupide quand même de faire venir des bières d'Allemagne, d'Angleterre. C'est quand même beaucoup plus logique de les fabriquer nous-mêmes, parce que la bière, c'est un produit fragile. Et il y a certaines bières qui voyagent très mal. Donc moi, je voudrais pas qu'on tombe dans les mêmes travers. La stratégie qu'on a, nous, c'est de devenir une brasserie nationale. On n'a pas vocation à distribuer notre bière de partout. Pour ça, on a le whisky. On s'est lancé dans un magnifique projet qui nous permettra certainement de voyager. Aujourd'hui, l'intérêt d'avoir une entreprise qui grandit, c'est qu'on est structurant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la capacité d'être beaucoup plus actif dans la création des filières. Il y a une nécessité aujourd'hui de développer la culture du houblon en France, d'encourager la création de micro-malteries. Et aujourd'hui, notre taille est un véritable atout pour être beaucoup plus crédible, efficace sur des projets comme ça. Donc, moi, je considère que notre développement, il est vertueux. Aujourd'hui, on grandit, mais c'est tout un écosystème avec nous qui grandit, qui se développe. On reste profondément amoureux de la bière, on ne sacrifie rien à la qualité de nos produits. Finalement, on a un outil qui s'améliore, on investit dans des matériaux, dans des process qui sont de plus en plus performants. Et comme je l'ai dit, c'est nos brasseurs qui décident. Aujourd'hui, c'est pas notre directeur financier au Ninkasi qui explique aux brasseurs ce qu'il doit faire pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. J'ai
croisé votre chasseur de levure tout à l'heure. Il m'a dit que peut-être qu'il fallait pas en parler, donc il fallait que je te demande, mais apparemment vous avez un projet de faire quelque chose avec des levures vraiment de Tara ou trouvées à Tara. Il n'y a aucun problème pour en parler. En fait, moi je trouve intéressant que tu parles de Frédéric. Pour moi, le sens de tout ce qu'on fait, c'est de prendre du plaisir, faire de belles rencontres, raconter de belles histoires, vivre de belles histoires. Et aujourd'hui, c'est ça le Ninkasi, c'est des gens passionnés qui ont des idées. Donc c'est la notion d'intrapreneuriat. Frédéric, il adore, il s'est repositionné dans le projet, dans son labo, sur des sujets de qualité. Il adore cet univers des levures, et voilà, et on lui donne la possibilité de vivre sa passion, de développer son projet, et ça vient nourrir un projet plus collectif. Tu rencontreras Alban, ou tu l'as peut-être déjà rencontré, c'est également un passionné, et qu'on a rencontré, nos chemins se sont croisés, et aujourd'hui on réalise un magnifique projet ensemble. Ninkasi, tu donnes aussi des chances à des gens qui n'auraient pas forcément eu cette chance-là, en te basant plus sur les compétences et les vraies envies des gens. C'est ce que j'ai compris en tout cas de ce que m'a expliqué et montré Sylvain tout à l'heure. Sylvain, c'est un super bon exemple. En fait, si tu veux, ce qu'on considère, c'est que quand tu as des gens qui sont passionnés, tout est possible avec quelqu'un de passionné. Sylvain, c'est quelqu'un qui a commencé comme serveur au Ninkasi Tara et on a perçu sa passion et son intérêt. Et moi, quand j'ai quelqu'un qui est passionné, la règle, c'est qu'on investit sans compter, parce que c'est nécessairement ces gens-là qui nous emmèneront le plus loin. Le moteur de la réussite, c'est bien sûr la compétence, mais c'est surtout l'implication, la motivation. Et c'est beaucoup plus facile d'investir dans les compétences que dans la motivation. La flamme, si elle est pas là, tu vois, moi je suis pas un magicien, et puis c'est quelque chose de tellement personnel, la motivation, c'est une aspiration qui est profondément personnelle. Quand on a la chance de rencontrer des gens qui sont passionnés, bien évidemment qu'on a envie de faire des choses avec eux. Okay. Sur les bouteilles, il y a marqué 1% pour la musique. C'est quoi le lien entre Ninkasi et la musique? Parce que j'ai vu que vous aviez, même vos whisky s'appellent Track One, vous aviez plein de noms de chansons un petit peu réhabilitées sur les bouteilles de bière. C'est quoi cette histoire? C'est encore une question de plaisir. C'est-à-dire que la musique, elle fait partie de l'aventure parce qu'on aime la musique, on aime voir des concerts, on aime les artistes, on a envie aussi de défendre la diversité. Quand on a créé le Ninkasi, à l'époque, avec Kurt, on disait à Lyon, il y a les verts et les rouges, Cronenbourg et Heineken pour simplifier. Et on a dit, au Ninkasi, il y aura ni les verts ni les rouges, il y aura Ninkasi. C'était une façon de dire, on va proposer quelque chose de différent, de qualitatif. On va pouvoir faire quelque chose de bon et d'accessible. On a référencé plein de fournisseurs locaux, des jus de fruits, des sirops. Et aujourd'hui, on a plus de 70% de ce qu'on propose qui est issu de circuits courts, de producteurs locaux. Et tout ça, c'est un ensemble. On fait un lieu de vie, un lieu où on fait une place à la musique. Et oui, on a fait une place à des artistes de la région. C'est 80% des artistes qui se produisent dans nos établissements qui sont issus de la région. Et cette diversité, il faut la défendre. C'est-à-dire qu'il faut mettre des ressources. Les artistes, c'est pas parce qu'on leur donne une scène que ça suffit. Il faut les rémunérer. Il faut leur donner la possibilité de créer, de progresser, de grandir. Et tout ça, ça nécessite des ressources. Et cet écosystème qu'on essaye de construire, c'est pas un écosystème uniquement autour de la bière. Il intègre la musique. C'est un tout qui a beaucoup de sens. Pour moi, la bière, c'est du plaisir, c'est de la convivialité. Nos lieux Ninkasi, ce sont des lieux de brassage dans lesquels la bière est un des ingrédients, mais la musique est un autre ingrédient. Et tout ça, ça permet de développer du vivre ensemble. C'est-à-dire que si tu parles à des Lyonnais du Ninkasi, ils te raconteront tous de beaux souvenirs. C'est une institution, mais ils vont te dire qu'ils ont vécu des super soirées, fait des belles rencontres. Et ça, c'est très important aujourd'hui. On est une société où le vivre ensemble, le lien est quelque chose qui devient essentiel. Et c'est vraiment la raison d'être du Ninkasi. Et donc, la musique, on lui a fait une place parce que dans les ingrédients du Ninkasi, c'est un ingrédient qui compte énormément. La vitesse que ça a rapidement pris, tu as eu un moment l'impression de perdre un peu les rênes ou de moins contrôler?
Souvent, quand on va parler d'une aventure, on va parler que des réussites, mais il y a eu des moments difficiles. Moi, je considère que souvent, dans une croissance, c'est le chef d'orchestre qui est là à l'origine des principaux problèmes. Moi, il a fallu que j'apprenne de nouveaux métiers. Ma place dans l'entreprise, au début, quand le Ninkasi s'est créé, je faisais tout. Je travaillais en cuisine, je faisais la bière, je servais, voilà. Et petit à petit, il faut faire la place, laisser la place à d'autres, organiser la délégation. Et finalement, au fur et à mesure du développement du projet, il a fallu que j'apprenne à devenir un peu un metteur en scène, c'est-à-dire que je quitte la scène et que je fasse la place. Ça n'a pas été quelque chose de facile parce que moi, je prenais énormément de plaisir à être sur la scène, à faire. Il a fallu que j'apprenne quelque chose de nouveau et puis petit à petit j'ai pris beaucoup de plaisir et finalement je me suis rendu compte que c'était très vertueux, c'est-à-dire que pour grandir il faut pas que je sois l'unique moteur du projet, et aujourd'hui de voir des gens qui prennent du plaisir, qui s'épanouissent et qui apportent beaucoup de choses, c'est-à-dire leurs compétences, leur motivation, leurs idées, leurs rêves, ça crée une dynamique qui me satisfait. Du moins, aujourd'hui, j'en tire beaucoup d'épanouissement. D'ailleurs, c'est quoi ta plus grande fierté avec Ninkasi aujourd'hui? Ma plus grande fierté, c'est toutes les personnes qui font partie de l'aventure. C'est-à-dire que aujourd'hui, je sais que si tout venait à s'écrouler, avec ces personnes-là, on serait capable de tout reconstruire. Parce que la vraie richesse de l'entreprise, c'est les femmes et les hommes qui vivent cette aventure. Et aujourd'hui, c'est vraiment ma satisfaction. J'ai plaisir à venir le matin et à voir tous ces beaux sourires des gens qui m'entourent. Et tu disais, si jamais tout s'écoule, on reconstruit, ça me fait penser au Covid. Forcément, tout le monde s'est pris une belle béquille cette année, l'année dernière et cette année. Et comment vous avez fait, vous, Ninkasi, quelles solutions vous avez trouvées pour contrer tous les effets du Covid? Écoute, le Covid, c'est un énorme coup sur la tête, donc il y a un effet sidération dans un premier temps avec la peur qui domine, et je pense que ce qu'on a cherché à faire, c'est rassurer en disant on va tout faire pour que l'entreprise elle reste debout, et pour preuve, il est hors de question qu'on remette en cause nos projets. Et en fait, le côté vertueux d'avoir maintenu les projets, voire d'avoir dit on va essayer de développer de nouvelles choses, c'est que ça nous tire vers le haut. On est dans le positif et on reste dans l'enthousiasme. Et on en a tellement besoin actuellement. Et finalement, on a la cohésion qui est restée forte. C'est pas facile tous les jours, hein, parce qu'on baigne dans un environnement qui nous donne en permanence de mauvaises nouvelles, mais le fait d'avoir maintenu des projets et de l'enthousiasme, ça vient créer un équilibre qui fait que le tout reste solide. La preuve ce soir d'ailleurs, puisque c'est un concert en live que vous faites. Ouais. Et je crois pas que ça a été fait ailleurs, et c'est vraiment une belle preuve pour montrer que c'est pas possible, mais on en fait quand même et on fait partager au maximum. En fait, il faut pas renoncer à ce qui fait le projet. Effectivement, ce soir, on a des artistes de notre pépinière qui vont jouer sur la scène du Chaos, qui vont être diffusés en live stream. Et aujourd'hui, on leur a donné la possibilité de faire des résidences, c'est-à-dire de créer. Finalement, il faut s'adapter. Le Chaos, il est vide. C'est dommage de le laisser vide. Il y a des artistes qui finalement peuvent en profiter pour travailler. Ils ont travaillé. Ce soir, on va les voir. C'est sûr que c'est mieux de les voir en vrai, mais on va quand même les voir. Et ça va les encourager, ça va leur donner encore de l'énergie pour pas renoncer. Parce qu'aujourd'hui, la grande menace, hein, nous on a toute cette pépinière, ces jeunes artistes, on est en lien direct avec eux, c'est que le Covid, la crise actuelle, amène un certain nombre d'entre eux à renoncer. Et il faut surtout pas. Est-ce que tu as des sujets qu'on aimerait qu'on aborde, dont on n'a pas parlé? Si, je peux te donner des petites anecdotes de ce qui moi m'a inspiré quand j'étais à Portland. Une des brasseries que j'ai adorées, c'est une brasserie qui s'appelle Deschutes dans l'Oregon. Je pense à Rogue tout de suite, parce qu'ils
sont en Oregon, je crois. Ouais, ils sont aussi dans l'Oregon, mais c'est des shoots. Alors tu sais comment le rapport que tu as à une bière, elle est liée à tellement de choses. Je veux dire, tu vas visiter la brasserie, tu es dans un cadre, tu as une belle rencontre, les gens t'accueillent bien, t'ouvrent, te font visiter. Voilà, et c'est une bière qui, moi, une de leurs bières, qui est une American Ale, qui m'a beaucoup inspiré, notre bière ambrée, qui fait partie des rares recettes que les équipes qui ont pris la suite n'ont pas trop retravaillé. Ils les ont retravaillées parce qu'on s'arrête jamais d'améliorer les recettes au Ninkasi. Mais moi, ça a été un énorme plaisir de fabriquer. Après, ça m'a pas posé un énorme problème de laisser la place à David, à Fred et à d'autres. Et finalement, je trouve que j'ai pris un plaisir un peu différent. C'est-à-dire que quand tu produis, quand tu fabriques, j'avais dans la dégustation une approche extrêmement technique. Et le fait de reprendre un peu de distance, j'ai repris le plaisir que j'avais au début de la dégustation, avec un regard en faisant beaucoup plus une place à mon ressenti, qu'à une lecture très technique de la bière. Un peu la tête du guidon, en fait. Voilà. Et finalement, ça c'est quelque chose que la place que j'ai aujourd'hui me plaît beaucoup. Et puis de nouveau être très ouvert à la dégustation. Tu vois, le monde de la bière, moi je trouve ça juste génial qu'il y ait autant de brasseries en France. Moi, je suis très respectueux des gens qui se lancent, qui prennent le risque de tenter l'aventure, de créer une brasserie. Et ce que j'aimerais vraiment, c'est que ce que j'ai ressenti à l'époque où on a démarré, où on n'était pas très nombreux, cette solidarité, ce respect qu'on avait, que ça soit quelque chose qui perdure. Et aujourd'hui, des moments, ce qui m'attriste un peu, c'est que on crée des conflits qui n'existent pas entre les petits, les gros. Et je trouve que c'est dommage. Aujourd'hui, les petites brasseries artisanales, parce qu'on est une petite brasserie artisanale, même si on nous trouve gros, on ne fait que 24 000 hectolitres de bière. C'est tout petit. Je pense qu'aujourd'hui, notre challenge, c'est de prendre des parts de marché aux industriels. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est 7, si c'est 5, si c'est 6%, de ce qu'on prend. En fait, ça sert à rien de se battre entre nous. Le challenge, c'est de se serrer les coudes, d'essayer de progresser, de s'améliorer ensemble, d'éduquer, d'élargir notre clientèle pour prendre une part du gâteau. Et aujourd'hui, les industriels, pour essayer de maintenir ce gâteau, ils essayent de mettre la main sur les petites brasseries. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut garder notre indépendance. Et on a été à l'initiative avec d'autres de la création du syndicat des brasseurs indépendants. C'est important, du moins nous, c'est un projet auquel on croit beaucoup, dans lequel on s'investit. Pour nous, il y a une énorme importance à ce que les brasseurs qui sont réellement indépendants arrivent à prendre une part plus importante du marché de la bière en France. C'est aussi ce que vous faites avec les collaborations entre brasseurs. Ce qui s'est passé avec Brooklyn Brewery. Là, j'avais tout à l'heure au téléphone des gars de Zubro qui m'ont dit qu'ils allaient faire une collab avec vous. On se tire pas dans les pattes, c'est vraiment solidaire. Non, puis on se donne des conseils, on échange. Voilà, je pense que le monde de la bière, ça fait partie de ses valeurs. Donc il faut les conserver. Je peux comprendre. Il y a vite des clichés. Les gros, ils ont des moyens. Mais je pense qu'il faut sortir des clichés. Et je pense qu'il y a plein de choses. Le Ninkasi, on a le droit d'être critiqué. On fait pas tout bien. Des moments, on se trompe. Mais il faut que la critique, elle soit factuelle déjà, qu'elle soit constructive. Et nous, on aime l'échange, on aime les interactions. Mais si les gens veulent porter un jugement sur ce qu'on fait, qu'ils prennent la peine de nous rencontrer, de découvrir ce qu'on fait réellement. Si je te dis Coupe du Monde 98. Alors Coupe du Monde 98, c'est des super souvenirs. Et puis je pense que ça sauve le Ninkasi. Parce que en fait, quand on a ouvert le Ninkasi en septembre 97, ça a été très difficile. Moi, j'étais au bar, donc j'ai plein de clients qui me disaient que notre bière était dégueulasse. Alors pourquoi ils la trouvaient dégueulasse? Parce qu'elle avait tellement de goût par rapport à leur référentiel. Et j'ai passé des heures et des heures et des heures à dire mais non,
Vous avez le droit de pas l'aimer, parce que les goûts, c'est des choses qui se discutent pas, mais vous ne pouvez pas, je peux pas vous laisser dire qu'elle est dégueulasse. Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes surpris, et donc d'expliquer ce qu'on faisait, comment on fabriquait. À l'époque, on n'utilisait que des levures de L, donc c'était des bières de fermentation haute. On était vraiment que dans des styles anglais de bière, donc c'est vrai que c'était des surprises. Et petit à petit, alors ça a été dur. Parce que quand vous êtes passionné, quand vous croyez dans ce que vous faites, c'est des douches froides en permanence. En fait, on a mis énormément de temps à trouver notre public, et la Coupe du Monde qui s'est tenue en face de l'établissement, qui a amené énormément de supporters, nous a permis de trouver notre clientèle. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu la Coupe du Monde 98, on aurait peut-être pas survécu, on aurait peut-être dû baisser les bras. Donc il faut un peu de chance pour réussir. C'est vrai. Il faut la provoquer aussi. Oui, il faut la provoquer, mais voilà, ça nous a donné un gros ballon d'oxygène, la Coupe du Monde 98, et puis ça nous a fait... il y a beaucoup de Lyonnais qui à ce moment-là nous ont découvert, et après la Coupe du Monde, on a réussi à atteindre l'équilibre. En tout cas, c'est une belle histoire. Beaucoup. Maintenant, je vais te poser des questions qu'ont posées des personnes sur Instagram. Très bien. Et tu peux y répondre ou pas. L'idée, c'est vraiment d'y répondre en quelques mots. Ok, réponse courte. J'ai posé la question hier soir, j'ai pris quelques questions. Alors, à l'image de leur marque et bar, utilisent-ils uniquement des matières premières locales? Non. En fait, on utilise du malt français, les houblons, comme on a envie de se faire plaisir, ils viennent d'un petit peu partout. Par contre, l'eau, elle est de Tarare, et on a la chance d'avoir une eau exceptionnelle. On est dans un géoparc qui a été estampillé par l'ONU, par l'UNESCO. Et puis après, par contre, ce qu'on essaye de faire à l'heure actuelle, c'est d'être très actif dans la création de filières locales, filières houblon, filières malt et micromalterie. Ok. Alors ça, je vais les garder pour les brasseurs. D'où vient leur logo et qui l'a dessiné? Il est incroyable. Alors malheureusement, je ne connais plus je me souviens plus du nom. En fait, c'est une personne qui a fait les Arts Déco à Paris, qui était un très bon ami de ma compagne, et qu'on a sollicité pour faire le logo. On lui a expliqué ce qu'était Ninkasi, déesse de la bière chez les Sumériens. On lui a parlé de notre projet, de l'univers musical de notre projet. Et effectivement, il a fait un boulot extraordinaire. On reste toujours sous le charme de notre symbole. D'accord, en fait, ça représente Ninkasi avec une sorte de micro et un fil. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est l'univers féminin, c'est l'univers de la musique, c'est l'univers festif, Ninkasi, concept festif, lieu de vie, lieu de brassage. Et je trouve qu'il a dans un coup de crayon simple réussi à évoquer tout ça. Ouais, complètement. Ensuite, quel a été l'engouement autour de la Flower Ale pour la conserver en tant que bière permanente? Eh ben oui, on est dans cette culture de faire découvrir régulièrement de nouvelles bières, et elle a eu un succès énorme, et ça nous a été demandé. De toute façon, la particularité du Ninkasi, c'est d'avoir une relation extrêmement proche avec ses clients, qui fréquentent nos établissements. Donc on a de l'écoute, et on tient compte de ce qui nous est demandé. Okay. Comment est votre blanquette? La blanquette? Ouais. Alors, d'où vient cette... Ça te dit rien? La c'est blanquette. Une question à la con, c'est dans le film avec Jean Dujardin, la OSS 117. Et comment est votre blanquette? Et il répond, ma blanquette est bonne. C'est des questions. Alors tu vois, quand tu me parles de blanquette, moi je pense à blanquette de veau. Et pourquoi je te dis ça? Parce que on a expérimenté un produit qu'on fait plus, qui était notre Sweet Malt Spirit, qui est un mix entre une bière qui a fermenté, qui est coupée par un New Malt Spirit. Ça donne une sorte c'est les techniques des vins mutés, et ça donne ce côté noix que tu as dans les vins jaunes ou les vins de paille. Et pour moi, c'est l'association magique avec une blanquette de veau. Ok. Voilà. C'est pas la réponse que j'attendais, mais c'est très satisfaisant. Ça, je te l'ai posé tout à l'heure. Comment une brasserie locale arrive à vendre sa bière dans les supermarchés partout en France?
Eh ben, parce que la grande distribution, c'est 85% de la distribution en France. On pense qu'on fait des très bons produits, que finalement le modèle Ninkasi est un modèle vertueux et il est hors de question de ne pas passer par ce réseau. Du moins, on a, comment dire, quand on croit dans un projet, on est ambitieux pour son projet, on est ambitieux pour ce qu'on défend. Donc, hors de question de passer à côté de 85% du marché de la bière. Je préfère trouver de Ninkasi chez Monoprix que d'autres trucs qu'on ne citera pas. D'où est venue l'idée de ces étiquettes minimalistes? Bah, écoute, on a un studio créa qui est intégré avec quelqu'un de très talentueux qui s'appelle Oliver Succi, qui fait un travail magnifique. Vous verrez encore sur les futures bouteilles de whisky qui vont sortir dans quelques semaines. Voilà, je pense que c'est pareil, quelqu'un de passionné, hein, qui reste très ouvert sur tout ce qui se fait dans le monde du design, dans le monde de la créa, de l'infographie. Et bah voilà, on a la chance d'avoir quelqu'un de talentueux qui fait beau. Souvent, le beau, c'est simple, hein, et c'est vrai que ça a été aussi un peu disruptif. Le principe du Ninkasi, hein, c'est réinventer. À l'époque, hein, on avait dit Ninkasi, on s'inscrit dans la tradition brassicole lyonnaise, mais on va réinventer. C'est le renouveau du métier de brasseur. Donc la volonté, c'était aussi d'apporter une touche de modernité dans les codes qu'on utilisait. Et on n'a pas eu ce parti pris d'utiliser les codes assez anciens de la bière. Voilà, c'est ce côté un peu disruptif qu'on a eu en 1997, bien avant tout le monde. Quand tu parles, j'ai l'impression que ça a 5 ans, mais non, c'était en 97. C'est ça À l'époque, on avait des bouteilles sérigraphiées très minimalistes. En fait, c'était la déesse Ninkasi avec Ninkasi blonde, Ninkasi ambrée, Ninkasi noire. À quand une Ninkasi sans alcool? Eh ben, on y travaille. C'est quelque chose qui est pas si facile que ça parce que l'idée c'est de faire quand même une bière qui ait du goût et qui soit, qui donne du plaisir. Donc, on a pour l'instant fait des bières du mois, une bière qui est proposée pendant un mois. Donc, c'était au mois de janvier de l'année dernière. Là, on va en sortir une au printemps. Le style, en fait, c'est d'être dans l'univers des sorts, des bières acides, avec l'utilisation d'un fruit. Et on va essayer de se situer à 1,2% d'alcool. Voilà. On était à 1,8 la dernière fois. On progresse. Et on propose une bière finalement qui va quand même avoir du corps, l'acidité, la fraîcheur du fruit, donc quelque chose qui donne du plaisir. Ok, bah écoute, c'est bon pour moi. Super. Belle interview, je pensais qu'on aurait pour 20 minutes, on en est à 38. Bon, de toute façon, tu vas être obligé de sélectionner. Ouais, bah, je me tâte à faire des versions intégrales des interviews bon, écoute. Ceux qui veulent, mais généralement, j'aime bien condenser et vraiment mettre l'essentiel. Donc voilà. C'est bon pour toi? Moi, c'est parfait. On fait un petit forcé houblon? Alors, forcé houblon, parce que les masques. Tu me dis exactement, c'est un... On dit en même temps forcé houblon? Ouais, mais je vais faire un 1, 2, 3, et après on fait forcé houblon. Ok, ça marche. Allez, 1, 2, 3, forcé houblon.